Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours dans le cadre des cours d'électromagnétisme, je vais vous présenter dans cette séance la réflexion des ondes électromagnétiques sur les conducteurs parfaits, suivie de la notion d'onde stationnaire. Mais tout d'abord, dans un premier temps, je vais parler des milieux homogènes, des milieux linéaires, homogènes, isotropes. Homogènes, isotropes. Alors, évidemment, ce sont des milieux dont les propriétés physiques sont les mêmes en tout point, homogènes en tout point. Les propriétés physiques sont également les mêmes en toute direction, dans toutes les directions. Et on dit qu'ils sont linéaires, ces milieux sont appelés linéaires, si dans les équations de Maxwell, on remplace tout simplement epsilon par epsilon 0, pardon, par epsilon égale epsilon 0, epsilon r, et mu 0 par mu 0 fois mu r. Epsilon et mu sont la permittivité électrique et la perméabilité magnétique absolue. L'indice 0 indique que ces quantités sont prises pour le vide et epsilon, l'indice R indique les valeurs relatives correspondantes. Il se trouve que pour les milieux linéaires, en général, on a un mu R, une perméabilité magnétique relative proche de 1, sauf pour les milieux appelés, on l'a dit, ferromagnétiques, sauf pour les ferromagnétiques. Ce qui nous pousse en fait à parler d'un LHI, un milieu linéaire homogène isotrope, comme étant un milieu dont les propriétés physiques sont les mêmes en tout point et sont les mêmes dans toutes les directions et dans lesquelles epsilon 0 sera remplacé par epsilon. Quant à la perméabilité magnétique, on verra que les mu, c'est à peu près mu 0, puisque la perméabilité magnétique relative est proche de 1. Un milieu linéaire homogène isotrope sera ou plutôt une onde électromagnétique dans un tel milieu sera caractérisée par l'ensemble de 4 vecteurs qui sont deux qu'on connaît très bien, qui sont le champ électrique et le champ magnétique. Ça, ce sont le champ électromagnétique, ainsi que ce qu'on appelle l'excitation électrique qui vaut epsilon E et l'excitation magnétique qui vaut tout simplement B sur mu 0. Voilà, donc une onde électromagnétique plane, monochromatique, polarisée rectilignément, sera caractérisée par ces 4 vecteurs qui sont E, B, D et H. Les équations de Maxwell s'écriront dans ce cas les équations de Maxwell dans un LHI vont s'écrire sous la forme div B égale à 0. Ça, c'est une relation qui ne changera absolument jamais. La divergence de E égale à epsilon 0, à ρ sur epsilon 0, donc la divergence de D égale à ρ, la densité volumique de charge. Le rotationnel de E, ça ne change pas, c'est l'équation de Maxwell-Faraday, c'est dB sur dt. Et la dernière qui est rotationnelle, alors de H, c'est égal à J
plus dd sur dt. Bien sûr, hein. Si je reviens au champ, j'aurai rotationnel de B égale mu0 J plus mu0 epsilon 0 dd sur dt. Voilà pour les équations de Maxwell dans un milieu LHI. LHI. On peut rajouter une autre notion qui va beaucoup nous servir, qui est la loi d'Ohm généralisée. La loi d'Ohm généralisée qui s'écrira dans ce cas-là J égale gamma E. J étant la densité volumique de charge, gamma la conductivité du milieu, la conductivité du milieu, et E évidemment étant le champ électrique. Bien sûr, dans les milieux linéaires homogènes isotropes, les équations de propagation des champs sont exactement les mêmes, à la différence près qu'on va remplacer la célérité de la lumière dans le vide C par sa vitesse dont le milieu en question, c'est-à-dire tout simplement pour le champ électrique, j'aurai delta E moins 1 sur V carré d carré E sur dt2 égale à 0. De la même manière, delta B moins 1 sur V carré d carré B sur dt carré égale à 0. Et évidemment, ayant appelé ici V carré, 1 sur V carré n'est rien d'autre que epsilon fois mu 0. En fait, c'est epsilon fois mu. Mais on l'a indiqué tout à l'heure, le mu, la perméabilité magnétique pour les milieux LHI, n'est pas très loin de la perméabilité magnétique du vide. Caractériser une onde électromagnétique dans un tel milieu, en fait, on sait très bien comment la caractériser. On peut citer trois choses. La première, c'est que les vecteurs E, B, K, vecteur d'onde, est un trièdre direct. La deuxième, c'est que E et B sont transverses. Et la troisième, c'est que E égale à C fois B en module. Alors, il y a trois choses, bien sûr. Hein. Trièdre direct, champ transversal, ou transverse, et relation entre les modules des champs électriques et des champs magnétiques. La notion de transversal veut dire tout simplement que E et B appartiennent, E et B sont dans le plan, appartiennent au plan, dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation, perpendiculaire à la direction de propagation. Alors, ces notions étaient indispensables pour pouvoir attaquer le but de ce chapitre, à savoir comment se comporte une onde électromagnétique qui se propage dans un milieu linéaire homogène isotrope, éventuellement le vide, et qui vient frapper sur la surface d'un conducteur parfait. Alors, évidemment, avant d'attaquer cette partie, il faudrait peut-être revenir sur la notion de conducteur parfait. Alors, ce sera le deuxième paragraphe de ce cours, qui est en fait un résumé de cours. Hein. On ne peut pas prétendre qu'on est en train de faire tous les détails se rapportant à ce sujet. Alors, en deuxième partie, je vais donc définir les conducteurs parfaits. Alors, un conducteur parfait, c'est tout simplement un conducteur dont la conductivité est infinie.
c'est un conducteur tel que gamma égale tend vers l'infini. Oui, mais à partir de cette simple définition, les conséquences sont multiples. Pourquoi? Alors, commençons par la première. La première, c'est que vu que J, la densité volumique de courant, est égale à gamma E. Pour que J reste fini, il faut absolument que E soit nul. Ce qui implique donc que E est égal à 0 à l'intérieur d'un conducteur parfait. Pourquoi je dis à l'intérieur? Tout simplement parce que ce résultat découle du fait que J, la densité volumique de courant à l'intérieur des conducteurs parfaits, doit rester une quantité finie. Pour que reste fini, ayant une conductivité infinie, il faut imposer la condition E égale à 0. Oui, mais E égale à 0, si je reviens à la relation de Maxwell-Faraday, j'ai rote E qui est égal à moins dB sur dt. Bien sûr, E étant nul, ça nous donne un 0 ici. Oui, mais cela veut dire que B est une constante. Seulement, les constantes en électromagnétisme, par convention, on va prendre, par convention, on prend B égale à 0 tout simplement. S'il n'y a pas de champ électrique, évidemment, grâce à cette relation, on verra qu'il n'y a pas de champ magnétique non plus. Donc, à l'intérieur d'un conducteur parfait, le champ électrique est nul, le champ magnétique est nul. Je peux continuer toujours dans le même sens. B n'est rien d'autre que le rotationnel de A, le potentiel vecteur. On dit que B dérive du potentiel vecteur A. Ah oui, mais cette relation étant nulle, encore une fois, on trouvera que A est une constante, c'est-à-dire, par convention, A est égal à 0. Alors, je continue. Eh bien, tiens, puisqu'on a la valeur de A, n'oubliez pas que pour les distributions volumiques, on a bien vu dans les cours précédents que A peut s'exprimer, le potentiel vecteur peut s'exprimer par mu0 sur 4pi, triple intégrale sur le volume en question de J dV sur R. J dV sur R. Oui, mais ça vaut 0. Encore une fois ici, j'en déduis que J est égal à 0. La densité de courant volumique est nulle. Autrement dit, à l'intérieur d'un conducteur parfait, il n'y aura pas de courant volumique. Je peux continuer toujours dans le même sens. Alors, je vais garder peut-être... Alors, je vais continuer ici. De la même manière, j'ai bien le théorème, l'expression locale du théorème d'Ampère me dit que l'expression locale du théorème de Gauss me dit que la divergence de E, c'est tout simplement ρ sur epsilon. Ah oui, mais ça vaut 0, ce qui implique automatiquement ici que ρ égale à 0. Donc je vais dire encore une fois, à l'intérieur du conducteur parfait, il n'y a pas de charge volumique. S'il y a des charges, comme on va le voir tout à l'heure, elles ne peuvent être que surfaciques. Alors, il y a évidemment la jauge de Lorentz que je peux ici écrire sous la forme div A, plus epsilon mu0 dv sur dt égale à 0. Div A étant nul, ça me donne dv sur dt égale à 0, ça veut dire v est une constante. Par convention, on va l'annuler et donc j'aurai v également qui est égal à 0. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
à l'intérieur d'un conducteur parfait, il n'y a pas de champ électrique, il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas de potentiel vecteur, il n'y a pas de densité de courant volumique, il n'y a pas de densité de charge volumique, il n'y a pas de potentiel scalaire. En fait, à l'intérieur d'un conducteur parfait, toutes ces expressions sont nulles. Il n'y a absolument rien. S'il y a des charges et s'il y a des courants, comme on va le voir, ils ne peuvent être que surfaciques. Alors, je vais faire un petit schéma ici qui explique bien le résumé de ces développements. Alors, je peux imaginer que mon conducteur parfait, il est là, voilà. Voilà mon conducteur parfait. C'est bon? Voilà sa surface. Alors, à l'intérieur du conducteur parfait, à l'intérieur, on vient de le voir, E égale à B, égale à A, égale à J, qu'est-ce que j'ai oublié? Égale à 0. Et ça, c'est pour les quantités vectorielles. Pour les quantités scalaires, G rho, la densité de charge, égale à V, égale à 0. Voilà pour le conducteur parfait. Quant à sa surface, il peut éventuellement, on va le voir précisément de quelle manière on peut créer à la surface de ce conducteur parfait, on peut créer des charges surfaciques ainsi que des courants surfaciques. Des charges surfaciques, donc de densité sigma surfacique, et des courants surfaciques de densité JS. Okay. Alors, voilà pour le conducteur parfait. Le problème que je vais essayer de solutionner devant vous est le suivant. Imaginons que j'ai un conducteur parfait. Voilà, il est là, mon conducteur parfait. Conducteur parfait. Écoutez, je vais vraiment le représenter de cette manière. Voilà. Je vais travailler dans un repère orthonormé. Alors, X, Y, Z. Et le problème, c'est que je vais envoyer des ondes électromagnétiques ici et voir qu'est-ce qui va se passer quand ces ondes électromagnétiques vont frapper la surface du conducteur parfait. Je sais que de ce côté-là, c'est peut-être pas la peine que je le répète, que ce soit E, que ce soit B, que ce soit tout ça, c'est nul. Ainsi que la densité de charge et le potentiel scalaire. Toutes ces quantités sont nulles à l'intérieur du conducteur parfait. Mon problème, donc, c'est de voir le comportement d'une onde électromagnétique qui va venir frapper la surface du conducteur parfait. Alors, première chose à dire, c'est que le conducteur parfait, en fait, il joue le rôle d'un miroir pour les ondes lumineuses. Pourquoi je dis ça? Parce que la réflexion d'un conducteur parfait est totale. Puisqu'il n'y a rien qui va rentrer, toute l'onde électromagnétique qui va venir frapper ici va revenir en arrière. On peut distinguer deux types d'incidence. Je peux imaginer que j'ai une onde électromagnétique qui va venir frapper ici de façon axiale, c'est-à-dire que le vecteur d'onde sera perpendiculaire à la surface du conducteur parfait. Comme je peux avoir un autre cas d'une onde électromagnétique sous incidence, on dit oblique, c'est-à-dire une onde qui va venir frapper ici. Alors, en se rappelant les lois de Descartes, concernant, en optique géométrique, même en optique physique ou la ondulatoire, on sait très bien que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. C'est-à-dire que lorsque je vais arriver sous incidence axiale sur la surface du conducteur parfait, la réflexion sera axiale. Je peux représenter ça, par exemple, pour l'onde qui va venir axialement, on verra qu'il va revenir
encore sur l'axe. Voilà pour l'onde réfléchie de façon axiale. Quant à l'onde qui arrive de façon oblique oblique parce qu'il y a un certain angle ici, cette onde qui va arriver de façon oblique sur la surface du conducteur parfait, évidemment, elle va être réfléchie sous le même angle que j'aurai l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Voilà. Mais ce qui est important, et ça va être le cœur de ce cours, ce qui est important, ce sont les conditions auxquelles doivent obéir les champs E et B, ou plus exactement, les composantes de champs E et B. Alors, je vais donc appeler ça, ce paragraphe qui sera le paragraphe 3, conditions, ça s'appelle comme ça, conditions de passage à la surface d'un conducteur parfait. Conditions. Donc, ce sera le troisième paragraphe, conditions de passage à la surface d'un conducteur parfait. À la surface d'un CP, conducteur parfait. Alors, ces conditions, évidemment, elles sont un peu compliquées. Je vais vous les citer. Quant à la démonstration au niveau de MIP deuxième année, à mon avis, c'est vraiment facultatif. Hein. Ce n'est pas la peine. Donc, on va voir ces conditions qui sont au nombre de 4. La première, c'est que E total tangentiel pris à la surface est égal à 0. Je vais expliquer tout ça. Hein. Que E total normal pris à la surface vaut sigma, la densité de charge surfacique, sur epsilon est portée par la normale à ce conducteur parfait. Je vais la définir tout à l'heure. Quant à la quatrième, c'est B total tangentiel, c'est égal à mu0 JS vectoriel N, toujours la normale à ce conducteur parfait. Et la dernière, c'est B total normal pris à la surface est égal à 0. Ce sont des relations, évidemment, qui ne sont pas très faciles à traiter, mais je vais essayer de les expliciter et de les analyser pour permettre leur compréhension, tout simplement. Alors, ces conditions, appelées conditions de passage ou conditions aux limites à la surface de conducteur parfait, elles correspondent au cas suivant. Imaginez que je travaille dans un repère orthonormé, toujours X, Y, Z. Et imaginez que je vais placer mon conducteur parfait ici. Voilà le CP. Voilà le CP. Comme je viens de le dire tout à l'heure, de deux choses l'une. L'incidence où elle est axiale, c'est-à-dire que le vecteur d'onde où il est dirigé axialement, c'est-à-dire de façon normale à la surface du conducteur parfait, ou alors elle est dirigée selon une certaine incidence, appelée incidence oblique, et faisant avec la normale au conducteur parfait un certain angle θ. Je vais parler dans ce cours spécialement et particulièrement de l'incidence axiale. Pourquoi? D'abord, c'est un cas particulier qui a des conséquences qu'on ne retrouve pas dans les autres cas. Par exemple, la notion d'onde stationnaire, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, ils ont lieu quand j'ai une incidence axiale, c'est-à-dire l'onde arrive axialement, normalement, sur la surface du conducteur parfait. Évidemment, S, ce sera l'équation de cette surface. N, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, je vais le mettre vraiment en rouge, la normale au conducteur parfait, on a l'habitude de la prendre
diriger du conducteur parfait vers le lieu où il y a propagation des ondes. Je rappelle que de l'autre côté, exactement au même titre qu'un miroir, hein, pour les ondes lumineuses, de l'autre côté, il ne se passe absolument rien. Tout ce qui se passe de ce côté-là. Alors évidemment, si j'envoie une onde électromagnétique incidente axialement, le vecteur, si j'appelle ça KI, le vecteur d'onde incidente, on a dit on va se concentrer sur l'incidence normale parce que c'est un cas riche d'enseignements et il donnera lieu, comme on va le voir, à ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Revenons à ce qu'on disait. Si j'ai une incidence axiale d'une onde électromagnétique qui va arriver sur un conducteur parfait, bien sûr, la réflexion sera également axiale. Ça va? Ok. Alors, il y a autre chose qu'il faut absolument analyser avant de tacler ces équations-là. Je vais encore faire un autre schéma ici. Je vais le changer un peu pour qu'on puisse voir. D'ailleurs, dans la littérature, on représente le conducteur parfait avec le même schéma qu'on représente un miroir en optique géométrique. Voilà le conducteur parfait. Je sais donc que sa normale, il est dirigé du CP vers le LHI ou le vide, peu importe. Voilà la normale. La remarque que je veux faire ici, si j'arrive avec K, ici, KI, le vecteur d'onde incidente, on verra que dans le cas d'incidence axiale, ou la normale, c'est la même chose, hein, axiale ou normale, dans ce cas, tous les champs, sans exception, tous les champs seront purement tangentiels. Alors, je m'explique. Tangentiels. Alors, commençons par l'inverse. Imaginez que j'ai une onde qui arrive obliquement ici. Voilà. Voilà mon KI. Le champ E et B, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant transverses, c'est-à-dire situés tous les deux dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation. Imaginez que c'est ça. Voilà E, voilà B. Là, il n'y a pas de problème, hein. Je pourrais utiliser les 4 équations. Pourquoi? Parce qu'en prenant E, par exemple, ici, je vois bien qu'il a une composante tangentielle, c'est-à-dire parallèle à la surface du conducteur parfait. C'est ET, tangentielle. Et G, j'aurai une composante EN, une composante normale à la surface du conducteur parfait. Ça, c'est dans le cas d'une incidence oblique quelconque. Regardons ce que ça donne pour une incidence axiale. Alors, encore une fois, le champ étant purement tangent, le champ E et B, le champ électromagnétique, les deux vecteurs E et B étant transverses, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans le plan perpendiculaire à K. Autrement dit, si j'ai E ici, eh ben j'aurai B ici. Voilà. E, B, K. E, B, K. C'est ça. C'est bon là? Est-ce que vous remarquez que dans ce cas de figure, vous pouvez remarquer que dans ce cas de figure, les champs seront purement tangentiels, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus de composantes normales. Ah oui, mais cela veut dire, je les ai effacées évidemment, mais cela veut dire que les relations portant sur les composantes normales n'ont plus aucun effet ici. Je vais quand même les remettre. J'avais E total tangentiel à la surface égale à 0 et surtout E total normal
pris à la surface égale à sigma, densité de charge surfacique sur epsilon est portée par le vecteur normal n. Dans le cas d'une incidence axiale, les champs étant purement tangentiels, l'indice tangent ici n'a plus aucun sens. On est d'accord? Ok. Puisque E tangentiel, c'est E en entier. Donc je vais dire que E total à la surface vaudra 0, B total à la surface vaudra mu 0 JS croix N. Quant aux composantes normales, celle-là, elle va nous renseigner sur rien du tout. Elle est d'entrée de jeu nulle. Par contre, puisque E total n'a pas de composante normale, cela impliquera automatiquement que ça vaut 0, et donc que sigma égale à 0. Je résume la situation. Quand l'incidence est normale, automatiquement, il n'y aura pas de charge surfacique créée à la surface du conducteur, conducteur parfait. On est bien d'accord? Alors, je vais résumer ça, et je vais prendre un exemple qu'on va étudier de A à Z pour mettre en évidence toutes ces notions. Alors, résumé. Incidence axiale. Ça veut dire que tous les champs sont purement tangentiels. Tangentiels. Pour être plus clair, hein, quand on dit purement tangentiel, ça veut dire que les composantes normales sont nulles. Hein. Composantes normales, nulles. Ok. Et donc, les seules équations, ah oui, les composantes normales sont nulles, cela implique automatiquement, puisque sigma, la densité de charge surfacique, est liée à la composante normale de E, cela implique automatiquement qu'il n'y aura pas de charge surfacique. Pas de charge surfacique sur la surface du conducteur parfait lors de l'incidence axiale. Et d'ailleurs, le cours entièrement va porter, à partir de maintenant, je ne parlerai que d'incidence axiale. Et donc, automatiquement, la densité de charge surfacique est nulle. Je ne vais pas chercher à les calculer, il suffit d'argumenter la chose de cette manière. Mais ce qui m'intéresse, évidemment, quelle est la densité de courant surfacique qui va avoir lieu sur la surface du conducteur parfait. Alors, je vais attaquer ces notions-là par un exemple bien clair et bien précis. Alors, je vais tout effacer. Alors, je ne sais pas. Je peux très bien commencer par d'abord tracer un repère orthonormé X, Y, Z. Imaginons que mon conducteur, la surface du conducteur parfait, ce sera ici le plan OXY. C'est-à-dire que ça, c'est le conducteur parfait. Voilà, c'est sa surface. Ce conducteur parfait, la surface de ce conducteur parfait, sera attaquée par une onde électromagnétique sous incidence axiale. Donc je vais appeler ça KI. On sait très bien que le champ électrique et le champ magnétique se trouvent dans le plan perpendiculaire à KI. Écoutez, je vais tout simplement prendre une polarisation rectiligne suivant l'axe 10x. Voilà les données. Mon problème, c'est de déterminer la densité de courant surfacique qui vont se trouver à la surface du conducteur parfait. Alors,
pour le faire, je vais d'abord caractériser, évidemment, le champ incident. Alors, c'est une onde électromagnétique plane, monochromatique, polarisée rectilignement, suivant le vecteur directeur EX. Je sais que la direction de E, c'est la direction de E étant la direction de polarisation. EI, voilà. Une onde électromagnétique plane, monochromatique, polarisée, suivant EX, se propage. Là, ici, il se propage suivant la direction des Z décroissant. Donc, dans cet exemple-là, moins EZ, si tout le monde est d'accord. À partir, et on le sait très bien, à partir de la direction de polarisation, de la direction de propagation, je peux caractériser entièrement l'onde incidente. Alors, allons-y. Je vais commencer par le champ électrique, EI. Moi, je sais que, par définition d'une onde plane, monochromatique, polarisée directement, ça vaut une certaine amplitude E0 fois le cosinus de oméga t moins KI scalaire R, et il est porté par la direction de polarisation EX. Je vais continuer cet exercice après une petite pause.